Bonjour à tous et merci de me donner l'occasion de parler de la mucoviscidose et de l'atteinte hépatique. Une petite correction, effectivement, je suis une ancienne de Bicêtre, mais j'ai déménagé à Necker. Alors tout d'abord, je n'ai pas de lien d'intérêt, tout d'abord, c'est l'occasion de vous montrer que la mucoviscidose n'est plus une maladie spécifiquement pédiatrique et vous voyez très très bien sur cet histogramme en bleu clair l'augmentation régulière de la proportion d'adultes suivis pour mucoviscidose qui dépasse maintenant en 2015 la proportion d'enfants. Alors, si on regarde les données du registre français de la mucoviscidose concernant les manifestations hépatiques, on voit qu'elles sont finalement relativement peu fréquentes. Les calculs biliaires sont rapportés dans 3,1% des patients, 1,2% chez l'enfant de moins de 19 ans, 5% dans la population adulte. La cirrhose concerne environ 4% de la population mucoviscidosique en France, 3,6% chez les moins de 19 ans et 4,3% des adultes. En termes de mortalité, on ne dispose pas des données précises dans le registre national. Je vous montre donc les données du registre américain. Et là encore, on voit que la mortalité liée à la maladie hépatique, et notamment l'insuffisance hépatocellulaire, eh bien, est relativement faible, 3% de la population mucoviscidosique, loin derrière la mortalité liée à la maladie respiratoire ou aux complications de la transplantation. Alors, quelles sont ces atteintes hépatobiliaires qui ont été décrites et observées chez ces patients? Eh bien, on peut les diviser en deux groupes, celles qui apparaissent assez spécifiques liées au défaut de l'expression de CFTR au niveau de l'épithélium biliaire et qui sont dominées par la cirrhose biliaire focale dont la fréquence est extrêmement variable selon la méthodologie, 20% sur des critères clinico-radiologiques jusqu'à 70% sur des données autopsiques. La cirrhose multilobulaire, donc comme je le disais précédemment, 2 à 8% rapportés dans les différentes séries. Quant à l'atteinte spécifiquement biliaire, eh bien, ce sont avant tout des anomalies de la vésicule biliaire, micro-vésicule, 10 à 30% des cas, ou au contraire distension de la vésicule biliaire avec anomalie de vidange de la vésicule biliaire dans 5 à 20% des cas. Les calculs de la vésicule, là aussi, une fréquence extrêmement variable. Toutes ces données montrent bien la difficulté que l'on a à préciser la prévalence chez ces patients, 5 à 20% des cas. Et puis enfin, la cholangite sclérosante, dont la fréquence n'est pas chiffrée. L'autre groupe, ce sont des lésions dites secondaires, le plus souvent secondaires à une atteinte digestive ou pancréatique, et avant tout la stéatose. Là encore, vous voyez que les données de la littérature rapportent une fréquence extrêmement variable de 20 à 70% des cas. Là encore, variabilité liée à la méthodologie diagnostique, échographique ou histologique, et d'autres complications tout à fait rares. Récemment a été individualisée une lésion particulièrement innovante, la découverte de patients développant une hypertension portale sans cirrhose rapportée à une vénopathie portale oblitérante dont là encore la fréquence reste indéterminée. En fait, si on regarde les principales publications qui ont été rapportées depuis 2002, notamment des petites séries, 38 patients dans la série de Lewindon, 13 ayant une hypertension portale, 11 sans cirrhose, avec simplement une fibrose F2 ou F3. Et on voit que dans les séries ultérieures de Muller-Abt et Pereira, eh bien, on a à peu près la même proportion de patients développant une hypertension portale sans cirrhose. Peter Withers en Belgique a eu la possibilité de réaliser une phlébographie sous-hépatique à pression bloquée chez deux de ces patients et confirmer l'absence de gradient chez ces deux enfants et montrer sur le plan histologique qu'il y avait un aspect caractéristique de vénopathie portale oblitérante. On n'en connaît pas la cause dans ce contexte de patients atteints de mucoviscidose. Alors, sur le plan clinique, le pronostic de l'atteinte hépatique, bien évidemment, est avant tout lié à la cirrhose et au développement d'une hyperretention portale.
Alors, les données qui sont quand même la référence, c'est le travail de Carla Colombo à Milan, qui a très clairement montré l'augmentation de l'incidence de l'atteinte hépatique dans l'enfance. Et très clairement, on voit sur cette figure que cette incidence de cas d'hépatopathie, qui a pu être estimée à 1,8 à 2,5% par an la première décennie, atteint un plateau à l'âge adulte, une incidence cumulée d'environ 30%, et qui suggère qu'il n'y ait pas de nouveaux cas de diagnostic d'hépatopathie à l'âge adulte, et que donc elle se développe vraiment au cours de l'enfance. Les critères qu'elle avait utilisés dans ce travail pour définir l'atteinte hépatique de la mucoviscidose est un critère composite et incluant 3 critères, et la présence de 2 permettait de confirmer le diagnostic d'atteinte hépatique, critères cliniques, hépatomégalie ou splénomégalie, anomalie biologique notée à 3 bilans consécutifs sur une période de 1 an et ou anomalie échographique, stéatose exclue. Ici, une autre étude où ils n'ont inclus que des patients ayant une cirrhose avec hypertension portale, où on voit là encore que cette complication se développe essentiellement chez l'enfant, avec un âge moyen de 10 ans dans ce travail, mais néanmoins on peut noter quelques cas de diagnostic de cirrhose plus tardif à l'âge adulte, jusqu'à plus de 45 ans dans cette série. Alors, la principale complication, et c'est ce qui pose problème dans la prise en charge de ces patients, c'est avant tout l'hypertension portale. Dans un travail qui est déjà ancien, que j'avais réalisé à Bicêtre, portant uniquement sur une population pédiatrique atteinte de cirrhose liée à la mucoviscidose. Vous voyez 44 enfants, 39 avaient une hypertension portale et 19 d'entre eux avaient saigné, soit 49% donc des enfants ayant développé une hypertension portale. Les 2 travaux suivants de Carla Colombo et de Lamiro portent sur leur cohorte vue dans leur centre de mucoviscidose. Ils notent 9,6% et 7,8% respectivement de cas de cirrhose, avec finalement 7% et 5% de la population qui développe une hypertension portale. Et là encore, un fort taux d'hémorragie digestive qui est de 23% et de 31% dans ces 2 séries. Les enfants saignent relativement tôt, puisque l'âge moyen dans notre travail à Bicêtre et celui de Thierry Lamiro était d'environ 13 ans. Et vous voyez par ailleurs que l'insuffisance hépatocellulaire est rare, elle concernait une minorité de patients, elle est tardive et en tout cas elle n'a indiqué une transplantation hépatique que chez une minorité d'entre eux, 7% à Bicêtre et 6% dans les 2 autres séries. Alors finalement, pour le pédiatre, il serait important de pouvoir dépister ces enfants à risque de cirrhose et d'hypertension portale. Et la question, évidemment, est avant tout, existe-t-il des facteurs de risque? Je crois que déjà, un point important, c'est qu'on ne connaît pas grand-chose de la physiopathologie de l'atteinte hépatique de la mucoviscidose. Et en tout cas, il n'y a pas de preuve de concept qui, évidemment, on suggère que l'atteinte fibrosante est liée à une obstruction des canaux biliaires, une inflammation péribiliaire, mais quand on analyse les données histologiques, il est tout à fait rare de noter associé à la fibrose une obstruction des canaux biliaires et une inflammation péribiliaire. En tout cas, c'est sur ce concept qu'il avait été proposé et qu'il est proposé toujours et largement utilisé de traiter ces patients précocement par acide urso désoxycholique, mais malheureusement, l'efficacité de ce traitement n'a pas été démontrée. Je pense qu'elle ne le sera pas à défaut d'études contrôlées. L'évolution de la cirrhose biliaire focale vers la cirrhose multinodulaire pose également question puisqu'elle concerne uniquement une minorité de patients et bien évidemment la majorité des équipes se sont intéressées à rechercher l'effet de gènes modificateurs et le seul à présent qui a été identifié est celui du gène de l'alpha-antitrypsine. Les patients porteurs de l'allèle Z eh bien, ont un risque de cirrhose multiplié par 7. Plus récemment, évidemment, puisque c'est en plus la mode dans toutes les pathologies, eh bien, il commence à avoir des arguments pour penser que la dysbiose intestinale chez ces patients serait un facteur favorisant le développement ultérieur d'une cirrhose.
Quant à l'ileus meconial, il y a eu pas mal de papiers dans le passé suggérant qu'il puisse s'agir d'un facteur de risque de maladie hépatique. En fait, ceci n'est absolument pas démontré. Et dans ce travail relativement récent, incluant 470 enfants, on voit que la fréquence de l'atteinte hépatique n'est pas plus importante chez ceux ayant développé un ileus meconial que ceux qui n'ont pas développé d'ileus meconial. Et même lorsque on sépare ce groupe de patients avec ileus meconial et ayant développé une cholestase, on voit là encore qu'il n'y a pas d'augmentation de la fréquence d'une atteinte hépatique ultérieure, avec 5% finalement des enfants ayant un ileus meconial et une cholestase qui développent une atteinte hépatique versus 8% c'est ceux qui n'avaient pas de cholestase. Dans le travail toujours américain, où ils n'ont inclus que des patients avec cirrhose et hypertension portale, ce qui ressort, c'est avant tout la prédominance masculine, qui est tout à fait importante et évidente dans ce travail, et par ailleurs, pas d'autres facteurs de risque. C'est vrai que quasiment constamment, l'association de l'atteinte hépatique s'associe à une insuffisance pancréatique exocrine, 99% des patients dans cette série. La deuxième question, c'est disposons-nous de biomarqueurs qui permettent de suivre ces patients et de prédire l'évolution vers la cirrhose et l'hypertension portale dans l'enfance. Alors, les anomalies de la biologie hépatique sont fréquentes, et notamment chez le nourrisson, sans aucune valeur prédictive, et il est clair qu'elles ne sont pas corrélées avec les signes histologiques. Très récemment, en 2015, il a cependant été montré qu'il pouvait y avoir peut-être une association entre une augmentation persistante de l'activité gamma-GT et le développement ultérieur d'une atteinte hépatique. Comme vous pouvez le voir ici sur la figure, je ne sais pas, on n'a pas de flèche, montrant très clairement l'augmentation de la fréquence d'atteinte hépatique dans la population avec gamma-GT élevé. Le score APRI a également été étudié dans cette population, 67 enfants avec atteinte hépatique et 104 enfants sans atteinte hépatique, et il a été montré une corrélation entre le score d'APRI et le degré de fibrose chez des patients qui avaient tous eu une biopsie hépatique, qui est tout à fait clair ici, et que vous voyez également sur ce tableau, qui est certainement quelque chose qu'il va falloir étudier de façon plus approfondie. L'échographie hépatique, les limites en sont l'extrême variabilité inter- et intra-observateur. Et dans une étude de 2008, déjà, ils ont pu corréler les anomalies notées à l'échographie à l'histologie hépatique et montrer clairement que pour des degrés de fibrose 1 et 2, eh bien, une proportion non négligeable, la moitié des patients avaient une échographie hépatique dite normale. J'estime donc la valeur prédictive positive d'une échographie normale dans cette étude est de 33%, avec une sensibilité uniquement de 57%. Donc la biopsie hépatique, évidemment, c'est le gold standard dans un grand nombre d'hépatopathies, mais là encore des limites importantes chez les patients atteints de mucoviscidose. D'abord, c'est une technique invasive avec un risque de complications, et puis surtout, ces limites sont liées à un certain biais d'échantillonnage compte tenu du caractère focal des lésions à un stade précoce. En tout cas, si une biopsie hépatique doit être réalisée, eh bien, la technique du dual pass, c'est-à-dire 2 biopsies via un seul point de ponction, augmente l'exactitude du diagnostic des lésions. Les Windong montrent très clairement que pour des degrés de fibrose 1 et 2 relativement faibles, eh bien, il y avait 60% de discordance entre les 2 biopsies. Et que donc, c'était vraiment le point particulier, 2 biopsies pour essayer d'affiner plus précisément le diagnostic. Alors, l'élastométrie hépatique, Oannès en a un petit peu parlé, il n'y a pas une très grande expérience. Néanmoins, dans cette population atteinte de mucoviscidose, cette série là aussi très récente, 249 enfants, où il montre très clairement que l'élastométrie hépatique permet de préciser la gravité, confirme la gravité de l'hépatopathie, avec notamment des valeurs d'élastométrie élevées et significativement élevées chez les patients ayant une atteinte hépatique avec hypertension portale, alors que vraisemblablement pour des degrés moindres de fibrose, comme on voit ici, des patients avec atteinte hépatique sans hypertension portale, eh bien, il y a une superposition très importante
par rapport aux groupes considérés comme n'ayant pas d'atteinte hépatique, avec une médiane de 4,4 kPa dans cette population et 5 dans ce groupe sans hypertension portale. L'élastométrie de la rate a également été étudiée et là, il apparaît clairement que les valeurs sont particulièrement élevées, significativement plus élevées en tout cas chez ceux qui présentent des varices, avec une médiane qui était là de 75 kPa versus ceux qui n'avaient pas de varices, et que également une corrélation avec le risque d'hémorragie digestive, bien qu'il y ait une superposition importante entre ces deux groupes et n'ayant pas saigné et ayant saigné. Tout ça pour dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et que nous menons actuellement une étude comparative des différentes méthodes de mesure non invasive de la fibrose dans la mucoviscidose qui est actuellement en cours, avec objectif principal d'évaluer l'apport du fibrotest, fibroscan, de l'échographie et l'élastographie Sherwave et de l'élasto-IRM pour le diagnostic précoce de fibrose hépatique dans cette population. La deuxième question, c'est quelle prise en charge thérapeutique de l'hypertension portale? Je sais que je suis assez décevante parce qu'il n'y a pas beaucoup de réponses. Et en tout cas, il n'y a pas de consensus concernant la fréquence du dépistage des varices ésogastriques. Certaines équipes ne réalisent pas de fibroscopie systématique compte tenu de l'effet potentiellement délétère sur la fonction respiratoire. Et la vidéocapsule n'est pas encore validée chez l'enfant. Quant au traitement des varices, eh bien, là aussi, l'indication de prophylaxie primaire, bien qu'elle soit réalisée par un grand nombre de centres en France, n'est pas une indication validée au niveau mondial et notamment aux États-Unis. Et on ne dispose d'aucune donnée montrant que cette prophylaxie primaire améliore la survie et diminue le risque d'hémorragie digestive. Quel traitement, si l'on doit prévenir l'hémorragie digestive chez ces patients? En première intention, tout le monde s'accorde pour proposer la ligature des varices ésophagiennes. En seconde intention, eh bien, les choses ne sont pas très claires. Il n'y a pas de consensus. Encore des équipes qui réalisent des dérivations portosystémiques ou la pose de TIPS, ou d'autres qui vont proposer d'emblée la transplantation hépatique. La transplantation hépatique, et je n'aborderai que la transplantation hépatique isolée chez l'enfant au cours de la mucoviscidose, là encore, les critères de sélection sont mal définis. Bien évidemment, les indications habituelles de transplantation hépatique dans les autres causes de cirrhose sont très rares chez ces patients atteints de mucoviscidose. Acide réfractaire, complications cardio-pulmonaires, insuffisance hépatique, hépatocarcinome, cholangiocarcinome sont vraiment des complications extrêmement rares et extrêmement rares à l'âge pédiatrique. Certaines équipes ont néanmoins proposé de réaliser précocement une transplantation hépatique avant les complications, afin d'améliorer la fonction respiratoire et l'état nutritionnel. Je vous montre ici des données publiées en 2012, où dans ce travail, ils ont réalisé une greffe hépatique chez 11 enfants sur 19 qui ne présentaient pas d'insuffisance hépatocellulaire, mais avant la dégradation de la fonction respiratoire. Il est intéressant de noter ici la survie de ces patients qui finalement n'est pas excellente, avec une mortalité non négligeable au-delà de 5 ans post-transplantation, donc 4 enfants décédés d'insuffisance respiratoire 3 à 7 ans post-transplantation. Si on regarde les données sur le plan respiratoire, pas d'amélioration franche de la fonction respiratoire, en tout cas sur le long terme. On voit ici le VEMS et la capacité vitale forcée, et on voit très clairement qu'à 5 ans post-transplantation, on a une dégradation de la fonction respiratoire. De même, concernant l'état nutritionnel, pas d'amélioration significative post-transplantation hépatique. Ici, la croissance en taille qui reste stable, et ici, l'état nutritionnel qui, là aussi, se dégrade à 5 ans post-transplantation. Finalement, en France, on réalise peu de transplantations hépatiques. Vous avez ici les données du registre national qui vous montrent en bleu clair la proportion de greffes pulmonaires, et ici, en bleu foncé, la proportion de greffes d'autres organes, qu'il s'agisse du cœur, du rein ou du foie. Donc vraiment très peu de patients greffés du foie en France.
En conclusion, l'atteinte hépatique de la mucoviscidose a certes une expression variable et une sévérité variable, et que le pronostic est avant tout lié au risque de cirrhose et d'hypertension portale. Il est clair qu'il reste encore de nombreuses questions sans réponse et que nos axes de recherche doivent d'une part se concentrer sur une étude plus approfondie de la physiopathologie, d'autre part meilleure classification des atteintes hépatobiliaires afin d'en préciser l'incidence et le devenir à long terme, la nécessité de mieux préciser les biomarqueurs qui puissent en tout cas à l'âge pédiatrique suivre de près ces patients et dépister précocement une fibrose hépatique, et ceci est d'autant plus important à l'ère des nouveaux traitements, notamment des correcteurs et potentiateurs de CFTR, dont il va falloir évaluer l'effet sur la fonction hépatique. Je vous remercie.